l'actualité de ce 20h, les donneurs de sang les plus distingués récompensés par le ministre gabonais de la Santé, Dr Max Limoukou. C'est à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 13 juin de chaque année. Lutte contre le Covid-19, opération de désinfection de l'Institut universitaire des sciences et de l'organisation, ainsi que l'Institut supérieur de technologie sont en prélude à la reprise prochaine des activités académiques. Les détails dans un instant. Et puis le focus du journal consacré à la situation de détresse d'un compatriote à Lambaréné qui risque la paralysie pour avoir fait une chute du haut d'un palmier. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Santé en ouverture à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang. Eh bien, le ministre de la Santé, Dr Max Limoukou, a donc tenu à récompenser les volontaires les plus distingués. Il a également procédé à la visite du Centre national de transfusion sanguine. Le point avec Betty Nzembe, Gérard Magagna. C'est pour la 3e fois qu'Adama donne son sang pour sauver des vies. Ici, au Centre national de transfusion sanguine, il se fait prélever, mais cette fois, à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang. Moi, depuis que j'ai commencé, je me suis toujours dit qu'il faut toujours donner son sang quand on a l'occasion. Non, il faut être tranquille en pensant que ton sang va sauver quelqu'un, et puis toi, ça te motive en fait. Les meilleurs donneurs de ce centre ont reçu des diplômes en guise de reconnaissance pour cet acte humanitaire. Je suis le plus grand donneur de sang du Gabon. Je totalise 54 dons. Le directeur général du CNTS prévoit tout mettre en œuvre afin de certifier la structure et ainsi travailler dans les normes internationales. Donc, ce qui nous reste à passer sont les audits de certification pour que nous puissions être certifiés dans les normes ISO 9001 et 1589. Parce que nous sommes un centre de référence, il ne serait pas normal que nous ne puissions pas être certifiés. Le ministre de la Santé, Dr Max Limoukou, félicite les donneurs et encourage chacun à faire le don de sang. Je profite justement de cette journée aujourd'hui, au nom du gouvernement, rendre hommage aux personnes qui font le don de sang et ça ne peut qu'encourager les efforts que fait le gouvernement par rapport à l'amélioration de la qualité de la prise en charge et du bien-être des malades. Le Centre national de transfusion sanguine reçoit par an 22 000 dons. Même son de cloche à Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo. Eh bien, nous sommes au sud-est du Gabon. Les membres de l'association de naissance sur la Lolo Boingidi ont également procédé au geste humanitaire. La correspondance de Dieudonné Rongo, Constant Ondombar. Conscient que le sang, c'est la vie, et que le centre régional Paul Mukambi de Koulamoutou, de par son unité de transfusion sanguine, en a le plus besoin. Les membres de l'association Naissance sur le Bungidi n'ont pas dérogé à la règle qui voudrait que chaque 14 juin, ils effectuent cette action humanitaire du don de sang. N'oublions pas qu'on nous rappelle souvent que donner son sang, c'est sauver une vie. Donc, en donnant mon sang aujourd'hui, je suis sûr que ce sang va ou pourra sauver une vie demain. En faisant ce don de sang, je pense que j'ai tout mon bilan qu'on me fera et je pense que ce sang pourra aider quelqu'un. Je suis encore content d'avoir donné cette poche, vu que c'est aider toi-même, c'est aider l'entourage qui est auprès de toi. Donc je suis satisfait d'avoir donné cette poche de sang parce que ça aidera quelques vies dans cette ville de Koulamoutou. La communauté internationale célèbre cette journée et donc nous, l'ONG Naissance sur le Bongidi, nous avons tenu à venir faire ce geste ce matin du côté du centre hospitalier pour Mukambi. Devenu une culture pour cette association qui, depuis plus de 10 ans, effectue ce geste salutaire. Un partenariat avec la nouvelle direction générale de l'hôpital visant à bénéficier des cartes du donneur est en voie d'être tissé. Nous le faisons pour perpétuer nos actes humanitaires que nous organisons chaque année dans notre programme annuel d'activité. Et aujourd'hui, nous sommes là pour perpétuer cette action au niveau du centre hospitalier régional Paul Mukambi. Face au thème de cette année, à savoir du sang sécurisé pour sauver des vies, les membres de cette ONG ont répondu là au slogan de l'année qui voudrait que l'on donne du sang pour améliorer la santé dans le monde.
Santé également, on en parle dans l'extrême nord du Gabon, province du Haut-Lantem. Début hier de l'opération de prise en charge gratuite des populations de la commune de Mimvoul par une équipe de spécialistes de santé. Eh bien, l'activité du centre médical de Mimvoul a totalisé le traitement de plus de 1500 patients. Une initiative du SAMU social gabonais. Le point avec Sheila Mebali. Arrivé à Mimvoul dans le cadre de l'action humanitaire, le SAMU social gabonais a reçu pour ce premier jour en consultation plusieurs compatriotes dans les différentes spécialités de la médecine. De la gynécologie à l'ophtalmologie, en passant par le dentiste et la chirurgie, tous les services ont été visités par les populations de cette localité. Mes chers SAMU spécialisés de Mimvoul, je suis très heureux avec mes médecins, mes soignants. Nous sommes un groupe de 35 personnes pour vous apporter l'aide humanitaire, l'aide sanitaire et sociale gratuite. Les médicaments sont gratuits, tous les spécialistes qui sont arrivés sont gratuits. Nous avons reçu des centaines de personnes aujourd'hui. Pour ces derniers, la visite du SAMU social est un acte fort qui vient soulager les habitants du chef-lieu du département du Haut-Lantem. Un immense plaisir parce que souvent nous sommes embêtés. Parfois on reçoit de malades qui nécessitent une prise en charge des spécialistes. On ne sait pas comment le faire, mais avec le SAMU social, on arrive quand même à le faire ici à Mimvoul. Si nous sommes servis dans un plat tout cuit, tout prêt, on ne peut que consommer cela sans modération. Cet acte humanitaire nous ramène, nous pousse à dire grand merci à l'initiateur. Quand une occasion comme ça arrive, il faut les accueillir. Merci. Le SAMU social continue sa mission médico-humanitaire envers les populations démunies de l'arrière-pays. Dans l'actualité sportive, à Libreville, l'échange entre la jeunesse gabonaise et le représentant résident du système des Nations Unies. La rencontre à laquelle prenait part le ministre des Sports, Franck Nguema, s'articulait autour des sujets d'intérêt nationaux et internationaux. Le point avec Evram Bani Pitake Medar Ngeng. Il a été question lors de cette visioconférence d'échanger avec la jeunesse gabonaise représentée dans les 9 provinces du pays dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire des Nations Unies. Avec la santé, on peut beaucoup faire. Avec une bonne éducation, on peut beaucoup faire. Sans les deux, on est perdu. Et c'est notre détermination de travailler main à main avec le gouvernement et avec la gabonaise de faire ce que nous pouvons. Nations Unies, au cours des 25 ans devant nous, pour vraiment garantir et renforcer ces deux-là. Pendant près de 2 heures, les intervenants se sont prêtés à un exercice de questions-réponses proposé par le système des Nations Unies. L'Afrique dont nous rêvons, effectivement, je dirais comme ça, chose, c'est une Afrique qui met en valeur ses leaders, ses talents et se promeut au niveau, je veux dire, à l'échelle mondiale. L'occasion a été donnée ici au ministre des Sports et de la Jeunesse de saluer cette initiative. C'est important que les organismes internationaux, notamment, soient toujours en de bonnes relations de partenariat avec notre pays. Cela montre que notre pays est un pays de paix, est un pays stable, est un pays de liberté. Je viens d'écouter des jeunes d'une manière très constructive nous donner leurs sentiments sur les sujets et les défis de l'heure au plan national et au plan international. Cette conversation des Nations Unies avec la jeunesse gabonaise aura été très enrichissante, dont le but principal est de façonner ensemble un avenir meilleur. Et du sport à l'éducation, sans transition, le ministre de l'Éducation nationale, professeur Patrick Mugiama Daouda, s'insurge contre la décision des établissements privés visant à demander des frais de scolarité aux parents d'élèves en cette période de confinement. C'était au cours de son passage à l'émission Le Grand Banja sur Gabon Télévision. Larissa Lormamengi. Il y a des établissements qui sont hors la loi et qui persistent à vouloir prendre de l'argent chez les enfants alors que le service n'est pas fait, ils se mettront hors la loi et l'État en tirera les conséquences. Une mise en garde donnée par Patrick Mugiama Daouda aux établissements privés qui s'obstinent à exiger des frais de scolarité aux parents d'élèves. Il y a un troisième problème qu'on confond souvent, c'est celui des écoles publiques conventionnées. D'accord. Les écoles publiques conventionnées. Là encore, c'est autre chose. C'est des écoles publiques, mais qui sont payantes. Et c'est les parents des élèves qui payent. Là également,
là également, l'État prendra ses responsabilités parce que c'est l'État qui a décidé de fermer les établissements. Et l'éducation nationale, pour ce cas-là, a vocation à régler ce problème. Pour l'heure, il existe bien des promoteurs d'écoles privées qui ont suivi le process pour bénéficier du fonds d'aide de l'État. On était quand même en règle, on était une entreprise qui respectait quand même tout ce qui est mesures fiscales. Et nous avons fait cette demande et agréablement on nous a appelé que nous sommes éligibles. Malheureusement, il est constaté dans plusieurs établissements que les parents continuent d'être harcelés, voire menacés. Les départements ministériels concernés sont donc appelés à l'aide pour clore le débat. Et des cahiers d'activité au profit des élèves de 5e année vivant en zone rurale. Une initiative de l'UNICEF. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale réceptionnait le don. On retrouve Lariska Laure Mamengi. Ce cahier d'activité destiné aux élèves de 5e année devra permettre aux 18 000 élèves vivant en zone rurale de mieux préparer leur examen de fin d'année. On pourrait se demander pourquoi on produit des documents alors qu'il en existe déjà. Non, c'est des documents qui sont conçus pour l'auto-apprentissage et pour se faire accompagner par un tuteur, justement dans le cadre de l'enseignement à distance. Donc il y aura les livres et puis un dispositif de tutorat sur le territoire par lequel des enseignants, des conseillers pédagogiques iront vers les familles dans lesquelles les parents éventuellement ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas instruits ou pour une autre raison, ne peuvent pas accompagner les enfants. Donc c'est une réponse qui a été pensée dans sa globalité et qui devrait apporter, me semble-t-il, des solutions aux enfants. Pour l'UNICEF, qui a accompagné le gouvernement dans le projet, cette collaboration s'inscrit dans la dynamique de l'égalité des chances prônée par le président de la République gabonaise. La cérémonie d'aujourd'hui, elle porte sur une promesse républicaine. Toute personne a droit à l'éducation, y compris dans les contextes de pandémie comme celle-ci. Donc, en suivant la stratégie gouvernementale de pouvoir s'assurer que tous les enfants qui ont connu une rupture de scolarité à cause de la pandémie puissent bénéficier de toutes les opportunités d'apprentissage. Via la Poste, ces ouvrages seront acheminés vers les capitales provinciales où l'antenne locale du ministère de l'Éducation nationale se chargera de l'acheminement vers les coins les plus reculés du pays. À cheval entre société et politique, eh bien, le Gotha politique PDG de la province du Wellington condamne les actes de vandalisme dont est victime la commune d'Oyem, notamment la tentative de destruction du siège du parti. Écoutons à cet effet le membre du comité permanent du bureau politique de la localité, Francisque Anzigué, est au micro de Victor Mundunga. Les membres du comité permanent et du bureau politique du PDG du Wellington ont appris avec regret et indignation la destruction, dans la nuit du 11 au 12 juin 2020, du siège provincial du Parti démocratique gabonais d'Oyem par des personnes mal intentionnées. Cet acte de barbarie, accompagné d'inscriptions haineuses à l'endroit de paisibles citoyens, vient s'ajouter à celui perpétré au mois de mai 2020 contre les installations du stade de football de la même localité. Ne pouvant rester indifférent devant un tel scandale qui frise le terrorisme et la mesquinerie, les membres du comité permanent et ceux du bureau politique du Wellington condamnent avec la plus grande énergie ces actes qui visent à ternir l'image de notre province. Ils en appellent à la vigilance et à la contribution de toutes les populations du Wellington, notamment les militantes et militants du Parti démocratique gabonais, afin que les auteurs de ces agissements soient identifiés et qu'ils répondent de leur forfaiture. Pour le focus du journal, je vous conduis à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. Nous sommes au centre du Gabon. Sur place, un compatriote risque la paralysie suite à sa chute du haut d'un palmier. La correspondance de Yves Malik. Lambaréné, ou Yves Ngoum, pour reprendre l'expression consacrée, est confiné dans une pièce de 2 mètres carrés. Un confinement, une attitude casanière qui dure depuis janvier dernier, à la suite d'une chute du haut d'un palmier alors qu'il tentait de décrocher un régime de noix de palme. Je suis monté, près de l'escalier, s'est incliné, je suis tombé. En tombant par le dos, j'ai senti ici, crac, donc vers la colonne vertébrale. Aujourd'hui, il ne se déplace pas. Tous ses besoins sont faits quasiment sur place ou aidés par quelques proches. Tout sur place, les selles,
à pisser, à manger. Bien que tardivement, il a été acheminé à l'hôpital Georges Rahuré de Lambaréné afin d'évaluer l'ampleur de sa douleur. On a pris la radio, donc leur radio était en panne. Tout de même, son état nécessite une évacuation urgente vers une structure plus spécialisée UP de Libreville pour des examens plus approfondis. Yves est démuni, sans emploi, pas d'argent pour une éventuelle évacuation sanitaire, encore moins une prise en charge. Avant son accident, il vivait de pêche. Lui, issu d'une famille aux revenus modestes. Je veux de l'aide pour qu'on puisse m'évacuer, pour que je puisse m'en quitter de cette situation. Je suis condamné. Je demande l'aide à toutes les personnes qui me suivent, je vous en prie. Ce compatriote de 49 ans risque la paralysie à vie. Les prémices sont déjà perceptibles. En quelques mois, il a perdu l'essentiel de sa masse corporelle. Une santé chancelante qui interpelle les bonnes volontés du pays. Le temps presse, il faut agir, surtout en cette période de Covid-19 où l'on enregistre une myriade de gestes de solidarité à l'endroit des personnes en difficulté. Et à mesure que son matelas de 10 cm d'épaisseur d'une place dépourvue d'enveloppe s'affaisse, son pronostic vital prend la même trajectoire. Voilà, à Tchibanga, dans la province de la Nyanga, au sud du Gabon, une famille a récemment échappé à la mort suite à l'abattage des manguiers par un sujet congolais, Juldas Biviga, pour plus d'explications. C'est une grâce qui leur a été partagée ce matin, une grâce qui permet à cette famille d'échapper à la mort suite à l'abattage de ce manguier par un sujet congolais. Pas de pertes en vies humaines, mais beaucoup de dégâts matériels. Et on était là, moi j'étais juste au salon quand l'arbre est tombé. Oui, on a entendu les soyeux bruits. Oui. Bon, nous sommes sortis regarder les constats. On a beau avertir au gars qui est en train de couper l'arbre, que non, là, ça s'est penché du côté de notre maison. A beau avertir, mais lui, il a toujours abattu, continue toujours. Jusqu'à ce que c'est tombé sur la maison, et voilà, les dégâts sont complètement énormes. Là, on ne sait pas où on va dormir ce soir. De ces faits, l'auteur de cet acte dangereusement conçu dit avoir reçu des instructions d'abattre ce manguier et pourtant mal situé. Parler de ça, bon, hier j'ai donné le numéro. Bon, après maintenant la femme du chef me dit bon, en tout cas viens seulement demain, tu viens. Mais moi quand j'arrive, le matin je leur ai dit je ne peux pas grimper parce que le tronc là est trop gros, je ne peux pas embrasser ça. Pour aller mettre la corde. Et puis c'est un danger aussi, quand vous coupez vraiment les branches en haut là, on ne sait pas peut-être, vous pouvez partir avec une branche par terre, c'est un travail qui a des risques. Parce que comme ça que moi je dis bon maman on va abattre. Mais il n'y a pas de problème, elle est partie prendre la hache, elle m'a donné. Bon, c'était à elle de me... Je ne les ai pas forcés, elle devait me dire que papa, on ne peut pas, vous ne pouvez pas battre ça, laissez. Moi je devais laisser. Voici donc un acte dangereux qui pour une fraction de seconde a failli endeuiller toute une famille. À Libreville, lutte contre la pandémie du Covid-19, opération de désinfection des locaux de l'Institut universitaire des sciences et de l'organisation et ceux de l'Institut supérieur de technologie, une activité qui prépare la reprise prochaine des cours. Gabriel Guilin, les mamies sur Yakaris pour le point. Le ministère de l'Enseignement supérieur a pied d'œuvre pour une meilleure reprise des activités académiques. C'est ce qui justifie cette opération de désinfection et de désinsectisation des locaux de l'Institut des sciences et de l'organisation et l'Institut supérieur de technologie. Les salles de classe ont été fermées pendant un bon moment. Il s'agissait de penser à les aseptiser, à les rendre conformes en termes de salubrité avant le retour et des enseignants et des étudiants. Une opération qui intervient quelques heures avant la reprise des activités académiques dans le secteur supérieur et qui a pour objectif de protéger davantage le personnel enseignant et les étudiants durant cette période de crise sanitaire. Pour la protection de tout le monde, nous avons tenu à désinfecter les bureaux, les salles de classe, la bibliothèque, en tout cas tous les lieux où mes collaborateurs auront à travailler. Outre la désinfection des bureaux et salles de classe, le ministère de l'Enseignement supérieur entend mettre en place d'autres mesures barrières pour mieux assurer la sécurité sanitaire des étudiants. Nous sommes venus pour nous assurer de cette mise aux normes progressive et nous avons de bonnes raisons d'espérer. Naturellement, il faut que cette attitude s'étende à l'ensemble des établissements, ce à quoi nous entendons veiller.
Un cas positif au Covid-19 avait déjà été détecté à l'IST. Le souhait pour la tutelle est de voir l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur appliquer scrupuleusement les dites mesures barrières. Dans le même ordre d'idée, je vous donne lecture de cette information. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies rappelle à l'ensemble du corps enseignant, des personnels administratifs et techniques que la reprise des activités académiques allant du 15 juin au 9 août 2020 est strictement réservée aux corrections, délibérations et aux cours. Ne mobilisons pas de grands effectifs tels que les classes de licence 3, master et doctorat. Et à cet effet, il est donc demandé à l'ensemble des responsables des établissements d'enseignement supérieur de communiquer pour chacune des activités autorisées le calendrier et les dispositions d'application des mesures barrières et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter l'accès aux établissements uniquement aux étudiants de niveau d'études et les classes inscrites. Sortie officielle de la coordination républicaine indépendante déclinée sous l'appellation CRI, la sensibilisation sur le respect des gestes barrières au coronavirus dans le 3e arrondissement de Libreville a marqué l'entame de ses activités. Annick Onkassa, Michel John Boudé en compte rendu. Les compatriotes du 3e arrondissement de la commune de Libreville ont été sensibilisés sur la nécessité du strict respect des mesures barrières afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Le lavage des mains à l'eau et du savon ont marqué le lancement officiel des activités de la coordination républicaine indépendante CRI. Nous avons sensibilisé les populations par rapport au Covid-19. Le CRI n'a pas voulu rester insensible à cela. Je voudrais d'ailleurs dire que c'est notre première sortie officielle. Nous remercions les mamans et papas qui sont venus là aujourd'hui pour nous accompagner dans ça. La coordination républicaine indépendante, qui est une association apolitique à but non lucratif, compte poursuivre sa sensibilisation dans les communes d'Ovendo et d'Akanda, afin d'inviter les uns et les autres à prendre à bras le corps la lutte contre la Covid-19. Et justement, la sensibilisation sur le respect des mesures barrières au coronavirus impose à tous les secteurs d'activité à s'impliquer dans la lutte contre cette pandémie. Et bien, la culture s'y invite à travers la sortie de l'œuvre musicale de l'artiste gabonaise Flore Natacha Djeba Tamoy. Georges Kombila, Jean-Pierre Moussouami pour le point. Gabonais, prions beaucoup car les jours sont mauvais. Natacha Flore, c'est le prénom de cette jeune pousse de la variété musicale gabonaise qui, pour son premier jet dans la musique, avait participé dans la chanson qui était commise pour la CAN 2012. Elle est de retour avec cette belle œuvre artistique vibrante qui vient accompagner et booster la sensibilisation sur les mesures barrières édictées par le gouvernement afin d'éviter la propagation massive de cette pathologie qui continue à faire des ravages dans le monde. Les amis qui m'encouragent, toi en tant que chanteuse, tu fais comment? Tu es à la maison, tu ne fais même pas quelque chose pour faire essayer un peu à ton niveau. Donc j'ai aussi accepté l'idée qu'ils m'ont donnée. C'est là où j'ai décidé d'aller réaliser le son de la lutte contre la pandémie Covid-19 qui fait beaucoup de ravages. Ce single de 2 titres qui a vu la participation de pas n'importe qui côté arrangement, Émile du studio Digital Song. L'artiste remercie ceux qui l'ont accompagné dans cette œuvre musicale. Les gens qui m'ont accompagné dans cette œuvre, et remercie également Dieu qui m'accompagne chaque jour avec monsieur l'honorable Alain Simplice Bouguerès qui m'a soutenu malgré les obstacles. Une chanson qui restera longtemps gravée au panthéon des meilleurs des musiques dévolues à la sensibilisation. Venons-en à cette problématique, la difficulté pour les hommes d'église à survivre en cette période de confinement due à la fermeture des lieux de culte pour cause de coronavirus. L'état des lieux avec Charles Obamondo, Richard Obiwa. Asphyxiés, étranglés complètement au bord du gouffre, la situation plus que jamais intenable pour les hommes d'église dont les lieux de culte sont fermés pour cause de lutte contre le coronavirus.
Plus de fidèles, plus de chaleur dans la prière. La communauté a disparu, mais les charges demeurent. Les locations, le personnel, les équipements, tout ou presque est aux arrêts. Comment et quoi faire pour compenser les équilibres? Depuis que la mesure qui restreignait les activités de l'Église en les fermant a été prise, nous sommes malheureusement handicapés et nous aurions bien voulu que le ministère de l'Économie nous prenne en compte de manière précise dans les charges, du moins dans la dotation que l'État a dégagée pour que nos locations soient prises en compte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Même dans ce désert religieux, les responsables des temples et autres congrégations affirment leur volonté à pouvoir s'engager dans cette guerre contre le Covid-19. Ces derniers estiment être des rouages non négligeables pour convaincre les âmes, même les plus sceptiques, face à la pandémie. Dans les quartiers, nous gérons des familles, des classes sociales diverses. Nous avons les mots pour leur démontrer la nécessité du port de la bavette, de se laver les mains, de ne pas se toucher. On a les mots pour faire comprendre aux gens la gravité de l'épidémie et donc les amener à une autodiscipline. La foi, considérée comme une arme absolue par les fidèles, pourrait-elle intégrer facilement le dispositif stratégique mis en place par le gouvernement afin de gagner le combat contre cet ennemi invisible? Pourquoi pas? Et justement, la pandémie du coronavirus impose de nouvelles méthodes de célébration des cultes aux hommes d'église. La diffusion des cultes en direct est donc l'une des méthodes par excellence. Le cas de l'église de la synagogue du Gabon ce dimanche. Les précisions de Sheila Bebali. Ce culte dominical de l'église de la synagogue du Gabon a porté essentiellement sur le thème « Gabon, écoute le son de la trompette ». Toutes les congrégations, tous les sacrificateurs, les responsables religieux devaient se rassembler parce qu'il y avait un son de la trompette. Avance, prophète. Est-ce que le musicien qui a la trompette peut nous donner ce son? Le premier son, merci pianiste, traduisait le rassemblement des sacrificateurs qui étaient à côté de la tente. S'appuyant sur les écritures du livre saint, le prophète Emmanuel Nzoma lance un appel à l'unité des hommes de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Mais cependant, l'église du Seigneur est divisée. Mais lorsque cette trompette sonna à Israël, c'était le rassemblement des sacrificateurs. Amen. D'abord, le premier son de la trompette qui sonne dans ce pays, c'est une interpellation aux hommes de Dieu. Amen. Dieu m'a envoyé afin d'interpeller le corps de Christ. Par les hommes de Dieu, il y a un son qui sort d'une trompette. Et ce son doit commencer à rassembler Amen. Les serviteurs de Dieu que nous sommes. Un thème évocateur qui interpelle la conscience de tous les serviteurs de Dieu à s'unir pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et cette information, à nouveau, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies rappelle à l'ensemble du corps enseignant, des personnels administratifs et techniques que la reprise des activités académiques allant du 15 juin au 9 août 2020 est strictement réservée aux corrections, délibérations et aux cours, ne mobilisant pas de grands effectifs tels que les classes de licence 3, master et doctorat. Eh bien, à cet effet, il est donc demandé à l'ensemble des responsables des établissements d'enseignement supérieur de communiquer pour chacune des activités autorisées le calendrier et les dispositions d'application des mesures barrières et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter l'accès aux établissements uniquement aux étudiants de niveau d'études et des classes inscrites. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Dans l'actualité de ce 20h, les donneurs de sang les plus distingués récompensés par le ministre gabonais de la Santé, Dr Max Limoukou. C'était à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 13 juin de chaque année. Lutte contre le Covid-19, opération de désinfection de l'Institut universitaire des sciences et de l'organisation ainsi que de l'Institut supérieur de technologie sont en prélude à la reprise prochaine des activités académiques. Et puis le focus du journal consacré à la situation de détresse d'un compatriote à Lambaréné qui risque la paralysie pour avoir fait une chute du haut d'un palmier.
Ravi de vous avoir servi. Merci de votre fidélité. Demain à 20h, retrouvez Martial Chibinda. À très bientôt sur Gabon Première.